Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du calendrier de l'Avent de Pratique 1. Aujourd'hui, on se retrouve pour débuter une série qui aura plusieurs épisodes pendant ce calendrier de l'Avent qui concerne les soins de bouche. Un état buccal altéré peut être très désagréable et très handicapant pour le patient. Ça fait partie du rôle propre de l'infirmière de surveiller son état buccal de façon quotidienne. Ça fait partie de la surveillance du patient. À savoir que plein de causes peuvent être à l'origine de l'altération d'un état buccal, le tabac, l'oxygénothérapie, des traitements notamment, des traitements par chimio, des fortes antibiothérapies, tout simplement une mauvaise hygiène buccale, une forte déshydratation. Il y a plein de causes qui peuvent entraîner l'altération d'un état buccal. On va parler plus spécifiquement aujourd'hui des bouches sèches. Déjà, on va parler globalement de comment est-ce qu'on peut évaluer l'état d'une bouche grâce à des échelles qui sont bien légiférées. Je partage avec vous les étapes et les outils nécessaires à cette évaluation. Et on discutera ensemble ensuite des actions à mettre en place. La première étape, quand vous entrez dans la chambre du patient pour lui prendre sa tension, sa saturation, sa petite température, on va surveiller son état buccal, notamment si c'est un patient à risque. Donc on se disait, tabagisme important, il a des forts traitements qui peuvent entraîner plein de choses au niveau de la muqueuse buccale, des mycoses, des mucites, des saignements. On surveille, c'est vraiment important. Pour cette surveillance, on s'appuie sur une échelle. C'est l'échelle OAG, Oral Assessment Guide in English. Yes, je parle très bien anglais. Cette grille est très complète, elle rassemble tous les éléments auxquels il faut être attentif pour établir une évaluation précise de l'état buccal de votre patient. Je vous mets un lien en barre d'infos pour que vous accédiez à cette grille, pour que vous la voyez bien, vous la visualisiez. À savoir que pour chaque vidéo qu'on tournera pour les soins de bouche, je m'appuierai toujours en première partie sur cette grille que je trouve vraiment très bien faite, qui nous permettra, en fonction de l'état de la bouche, d'établir en fait dans quel état est cette bouche et de mettre en place des actions adaptées ensuite. Des actions du rôle propre. Et elle va aussi vous permettre de déterminer si l'auscultation par un médecin et la mise en place de produits médicaux sont nécessaires. C'est quels symptômes vous permettent de déterminer qu'une bouche est sèche. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre, vous n'allez plus voir ma tête, vous allez voir la grille en question en plein écran et on va cocher ensemble ce qui doit vous alerter, les signes qui doivent vous guider vers l'évaluation qui va vous dire que effectivement la bouche de ce patient est sèche. Comme vous voyez, les signes qui doivent vous alerter, c'est des lèvres gercées, sèches et douloureuses, des dents ou des prothèses inadaptées, une langue pâteuse, plissée, cartonnée, une salive visqueuse voire absente, une altération du goût, voire une mauvaise haleine et même une dysphagie. La deuxième partie, c'est quelles actions à mettre en place. On va distinguer les actions du rôle propre et les actions du rôle sur prescription en fait. Donc la première chose à faire, ce qu'on disait au début de la vidéo, si vous estimez que l'état buccal, la sécheresse est très importante et que ce que vous allez mettre en place ne va pas suffire, n'hésitez pas à appeler le médecin pour lui faire part de ce que vous avez constaté. Lui, le médecin, en fonction de ce que vous allez lui décrire, décidera s'il vient ou pas, mais au moins il sera prévenu. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est favoriser l'hydratation. Vous voyez avec le patient ce qu'il aime boire, ce qui lui fait plaisir. Pour qu'il s'hydrate, il faut que ça reste un plaisir. Des eaux, du thé, des tisanes, des jus, yaourt, compote, eau gélifiée. Pas des choses trop acides parce que comme la bouche est sèche, il y a des petites ulcérations et ça peut le brûler. Et à savoir aussi qu'il faut vraiment faire des choses qui donnent envie au patient parce qu'avec cette sécheresse, son goût est un petit peu altéré, donc il faut vraiment pour lui que ça reste un plaisir pour qu'il s'hydrate régulièrement. Ce qu'on peut faire également, c'est appliquer des compresses humidifiées qu'on pose sur un abaisse-langue, on nettoie bien l'intérieur de la bouche. On peut le faire aussi avec des bâtons glycérinés s'il n'y a pas de lésions parce qu'en fait c'est goût citron, donc si le patient a des lésions liées à la sécheresse, des dermabrasions, ça va lui faire très mal. On peut également utiliser un brumisateur pour bien humidifier l'intérieur de la cavité buccale. Là, je vais vous montrer un petit peu comment on fait avec un bâton glycériné. Moi, ce que j'aime bien faire avec les bâtons glycérinés ou même avec l'eau que vous allez utiliser pour humidifier aux compresses, c'est de les mettre au frais. Attention par contre, quand vous utilisez les compresses et les abaisse-langues, de ne pas trop humidifier les compresses chez les patients qui présentent un risque de fausse route. Parce que si vous les humidifiez trop, s'ils ont des troubles de la déglutition, ça peut être assez catastrophique. Donc vous nettoyez la bouche en partant du fond. Il ne faut pas oublier les gencives, la langue, l'intérieur des joues et les dents. Et enfin, ce que vous pouvez faire pour compléter vraiment cette hydratation, c'est appliquer sur les lèvres
un corps gras parce que souvent il y a des gerçures. En fait, le patient a les lèvres très très sèches, gercées, donc du coup un corps gras. Attention, si le patient est sous oxygénothérapie, absolument pas, il y a un risque d'inflammation. Mais si le patient n'a pas ce type de traitement, vous pouvez tout à fait compléter. Moi j'aime beaucoup utiliser l'homoplasmine, je trouve que c'est riche, c'est gras, mais il en existe plein d'autres. Il existe aussi, notamment pour le domicile, plein de produits en parapharmacie. Souvent c'est des gammes entières de gel, de bain de bouche, de spray. Je sais que nous on utilise beaucoup Bioxtra qui développe vraiment ces substituts salivaires sous toutes ses formes et c'est très intéressant parce que ça permet aussi, en fonction de ce que préfère le patient, d'adapter comment est-ce qu'on lui hydrate sa bouche. Une autre action qu'on va mettre en place également, c'est une action de réévaluation. Il faut vraiment réévaluer l'état toutes les 48 heures pour laisser aussi le temps au produit d'agir, mais ces réévaluations peuvent être rapprochées si jamais le patient se plaint d'un changement de quelque chose, d'une sensation qui s'aggrave. C'est de notre rôle de mettre en place des actions de prévention pour anticiper l'apparition de ce type de phénomène, notamment chez des patients à risque. Des patients déshydratés, des patients qui ont des traitements lourds qui peuvent entraîner une déshydratation de la bouche. C'est important de prévoir en amont pour ne pas avoir à mettre en place ce genre de soins et que le patient ne soit pas dans cet état très agréable d'avoir la bouche toute sèche avec les lèvres complètement gercées. Donc l'importance bien entendu d'une bonne hygiène bucco-dentaire, l'importance de l'hydratation orale, laisser en place même avant des dispositifs type brumisateur pour que le patient régulièrement s'hydrate la bouche. Notre travail d'expliquer au patient pourquoi est-ce qu'il est important pour lui de faire en amont tout ça pour éviter d'avoir ces problèmes par la suite. Pareil, ça rentre dans la prévention, mais alors moi, je pense qu'on peut l'acheter, mais je suis pas sûre que ça peut être prescrit. Moi, c'était dans un protocole, ça rentrait dans un protocole, donc vous pouvez l'utiliser. Quand le patient va avoir une intervention lourde et qu'il va être à jeun pendant plusieurs jours, on mettait en place dans sa chambre tout un dispositif pour qu'il se fasse des soins de bouche. Alors nous, dans le protocole, on utilisait de l'extril, on imbibait les compresses, on laissait à disposition des abaisse-langues et le patient se faisait des petits tampons qu'il appliquait dans sa bouche. Ce qui est bien avec l'extril, c'est que ça a un petit goût un petit peu sucré, donc les patients appréciaient beaucoup et ça enlève cette sensation de bouche sèche et de bouche pâteuse et de mauvaise haleine qui peut être très désagréable en post-chir chez des patients notamment qui sont nauséeux. Donc voilà, c'est vrai que les patients aimaient beaucoup avoir ce genre de dispositif dans leur chambre en post-op pour leur permettre de bien s'hydrater l'intérieur de la bouche. Pour les actions sur prescription. Il existe plein de produits. Je sais que moi, souvent, ce que prescrivent les médecins, ce sont des substituts salivaires. C'est l'artisial. C'est un diffuseur que vous adaptez à la petite bouteille et vous l'appliquez 6 à 8 fois par jour en fonction de la prescription, mais généralement c'est standard, 6 à 8 fois par jour, partout dans la cavité buccale du patient. Moi, ce que j'aimais bien faire, c'est demander au patient de bien tirer la langue parce que là, on voit bien. Et on applique. Ça permet vraiment d'humidifier les muqueuses buccales et de cette manière de diminuer ce phénomène de déshydratation des muqueuses. Le médecin peut aussi prescrire des petites gélules, c'est le Surphalem. C'est un traitement à base d'anétoltritione. L'efficacité de ce traitement est un petit peu discutée, mais je l'ai vu moi en palliatif de prescrit quand le patient peut bien déglutir. C'est censé limiter ce phénomène-là. Moi, je sais que c'était prescrit en complément de tous les autres soins en palliatif et ça fonctionnait quand même plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qui fonctionne, le médicament ou les soins mis en place ou les deux? Quoi qu'il en soit, je l'ai déjà vu prescrit, donc je vous en parle. Et voilà, vous connaissez maintenant comment évaluer et prendre en charge un patient ayant la bouche sèche. Est-ce que vous avez d'autres astuces, d'autres choses que vous avez vues mises en place dans ce cadre-là qui pourraient m'être utiles? Parce que je vous avoue qu'à La Réunion, ici avec la chaleur, les déshydratations, c'est assez courant. Est-ce que vous avez eu des protocoles qui vous ont aidé, que vous continuez à appliquer maintenant? Je suis preneuse de toutes vos informations. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un commentaire et de liker cette vidéo. Et je vous retrouve demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent de Pratique Inf. Bye!